Hey, comment ça va? Bon, je suis avec Monsieur Kemi Apovo, docteur en sociologie, c'est ça? C'est ça. Et qui a fait sa thèse sur la Blaxploitation. Donc c'était important pour moi d'inviter Kemi. Donc voilà, je te laisse la Déjà, parole, Kemi. merci pour l'invitation déjà. Eh, C'est cool. c'est Je suis normal, content c'est de la faire famille. la vidéo avec toi parce que c'est plutôt sympa, tu vois. Et c'est bien de parler de la Blaxploitation déjà parce que c'est pas si connu que ça en fait. Mhm. Même s'il y a beaucoup de films, même s'il y a beaucoup de sons qu'on connaît, qu'on a kiffé ou qu'on kiffe, Ouais. ou même qui ont été samplés peut-être par ailleurs par d'autres générations et qu'on a aimé, mais qui viennent de la Blaxploitation en fait. Les musiques viennent de la Blaxploitation. Mhm. Et voilà, donc ça c'est important d'en parler parce qu'effectivement c'est un mouvement, en tout cas un mouvement culturel puissant je trouve, Mhm. et trop peu connu effectivement. Alors la Blaxploitation, j'ai vu ta vidéo la précédente. Faut pas. Hey, non, non, attends. Non, Ah, non. la première! Ouais, La ouais, première, ouais, la putain, première, vas-y. bah oui, la première. Je parle de la première. Oui. Mais le seul, je vais essayer de donner une définition à la Blaxploitation. Ok, yes. Pour qu'on reste pas enfin, si, dans des généralités, certes, mais il faut quand même préciser un peu. C'est-à-dire que la Blaxploitation, déjà, le terme lui-même vient d'un mot qui a été forgé par Junius Griffin. Junius Griffin, c'est le responsable pour Beverly Hills de la NAACP, c'est-à-dire la National Association for the Advancement of Colored People, qui a joué un rôle important dans la lutte pour l'obtention des droits civiques, etc. Okay. Donc du coup, lui, le 6 août 72, c'est la date de sortie du film Superfly, avec Ron O'Neill, Sheila Fraser et d'autres. Bon bref, en tout cas un super film. Il m'a perdu. Il m'a perdu la vie. Ouais, mais j'ai donné les acteurs, mais aussi la bande son de Curtis Mayfield quand même. Ouais. Elle est terrible aussi. Fait par Gordon Parks Jr., le fils de Gordon Parks, qui est vraiment aussi un très bon réalisateur à mon avis. Bon bref, tout ça pour dire que ce film sort donc le 6 août 1972, et qu'à l'occasion de sa sortie, 3 jours après, donc Junius Griffin, le responsable de la NAACP pour Beverly Hills, fait une conférence de presse dans laquelle il dit qu'il en a marre de ces images négatives du peuple noir, c'est-à-dire des gangsters, des dealers, etc., qu'Hollywood exploite pour faire de l'argent. Donc il parle de Black Exploitation. Okay. Et donc quelques jours plus tard, le journal Variety, qui est le journal d'Hollywood, dans lequel paraissent toutes les sorties, etc., les histoires sur les acteurs, ainsi de suite, Variety reprend le terme Black Exploitation le 16 août 1972, dans leur numéro du 16 août 1972, et c'est comme ça qu'est né le terme et qui va rester jusqu'à aujourd'hui. En fait. Donc c'est vraiment lui qui a donné le terme de Black Exploitation. Ouais. Et au départ c'était négatif en fait, parce qu'il avait monté une coalition anti-Black Exploitation, et la plupart des acteurs, des producteurs et des réalisateurs de ces films n'aimaient pas ce terme en fait. Et dans le film de, comment il s'appelle le Britannique là, Isaac Julien, sur la Black Exploitation, il interroge Fred Williamson, il interroge Pam Grier, il me semble. Tous disent que non, mais ils ne comprenaient pas pourquoi on disait Black Exploitation. Parce qu'il ne faut oublier que la Black Exploitation, c'est la période à laquelle les Africains-Américains massivement accèdent au cinéma mainstream, soit en tant qu'acteurs, soit en tant que techniciens. Ce qui n'était pas le cas jusqu'ici parce qu'il y avait des cinémas séparés, il y avait les race movies, ce qu'on appelait les race movies, qui étaient pour les Africains-Américains, et qui étaient diffusés bien souvent dans les black movie halls, c'est-à-dire les cinémas dans les ghettos en fait. Et voilà, et c'est séparé du cinéma blanc. Et là, c'est le moment vraiment la Black Exploitation où les deux cinémas se rejoignent parce que finalement, grâce à Van Peebles et à son film, les producteurs comprennent que non, on peut drainer des foules africaines-américaines et déjà, ils peuvent être des spectateurs potentiels, donc on les envisage comme des spectateurs. Et ensuite, on peut proposer des films aussi, ça c'est plus tard, c'est après avec des blockbusters comme Star Wars, etc., mais ça c'est un peu plus tardif, ça reste toujours dans les années 70. On peut proposer des films qui réunissent les deux types de spectateurs, les blancs et les noirs en fait. Mais la Blaxploitation a permis, en tout cas, aux noirs d'être présents massivement dans le cinéma mainstream, ce qui n'était jamais arrivé auparavant. Quelles sont les caractéristiques des films de la Blaxploitation? Alors les caractéristiques, en fait, c'est un peu Van Peebles qui les a données d'ailleurs, dans la façon dont il a tourné son film, parce que lui il voulait faire du cinéma de guérilla, plus ou moins, c'est-à-dire un cinéma de résistance, disons. C'est-à-dire qu'il a mis un budget pas très important, il a tourné rapidement, en 19 jours, et il a pu maximiser les gains. C'est-à-dire que pour 500 000 dollars, excuse-moi à l'époque, eh ben, ça a donné 15 millions. Donc les gars Hollywood ont dit, dis donc, on peut faire l'argent comme ça facilement en parlant des Noirs. Ils se sont dit, ben banco. Donc on va faire des films où on va mettre des Noirs, qui sont les héros de l'action, on va mettre peu de moyens, peu de budget de départ, on va tourner ça vite fait, et ça va nous rapporter un max de pognon. Et effectivement, ça rapportait un max de pognon, parce qu'à l'époque,
ce sont ces films qui ont renfloué Hollywood, il ne faut pas oublier. Hollywood était presque en cessation, pas en cessation d'activité, mais c'était dans le déficit depuis la fin des années 50. Ouais. Donc c'est le cinéma africain-américain, et notamment les films de blaxploitation, qui viennent redonner un second souffle à Hollywood. Un second souffle qui va se concrétiser dans les blockbusters de la fin des années 70, comme Star Wars ou Jaws, Les Dents de la Mer, etc. etc. quoi. Les caractéristiques, c'est souvent, ce sont des films qui sont centrés sur les Africains-américains, soit faits par eux, ou, enfin ça c'est la minorité des films, il faut bien dire la vérité, c'est la minorité des films, tout à fait, ouais. Mais en tout cas, c'est toujours le personnage central est toujours africain-américain. Et il y a des lieux emblématiques, comme le club, ça c'est un des lieux incontournables, l'église, par exemple. Et essentiellement ces deux lieux. Et pourquoi? Après un autre. Pourquoi? Parce que ça correspond aussi à une forme de réalité. C'est-à-dire qu'aux États-Unis, l'église, c'est le tissu même social du ghetto. L'église, c'est là où tu vas trouver un refuge, c'est là où tu vas chercher de l'aide, c'est là où les croyants, entre guillemets, vont pour un secours ou pour une solidarité, où les événements sont organisés par l'église, que ce soit des événements sportifs, des rencontres entre croyants, etc. Enfin, il y a beaucoup de choses qui tournent autour de l'église. Donc l'église, c'est une institution du ghetto qui est incontournable. Et en fait, pour être plus précis peut-être, il y a Drake et Caton, qui sont deux sociologues, les deux premiers sociologues africains-américains, d'accord, Drake et Caton, qui ont écrit Black Metropolis, qui est un bouquin dans lequel ils parlent du ghetto de Chicago, qui s'appelle Bronzeville. À l'époque, c'est le ghetto de Chicago. Bon, bref. Et qui l'ont étudié, en fait, ce ghetto. Et dedans, ils font une espèce de paysage écologique, disons, qui te dresse la carte des lieux importants du ghetto et des activités importantes du ghetto que font les habitants. Quoi, en fait. Et dedans, il y a l'église. Et dedans, il y a l'église. Il y a prendre du bon temps. Donc, prendre du bon temps, ça peut être soit la salle de billard, le tripot, soit le club, là où on danse, on se détend, etc., etc. Mais le club, il y a aussi d'autres enjeux, parce qu'il n'y a pas que la danse, il y a aussi des affaires qui s'y traitent. Il y a le blanchiment d'argent, enfin il y a beaucoup de choses qui se passent dans le club et dans l'église. Donc c'est pour ça que ce sont des lieux emblématiques, parce que ça fait partie de l'écologie sociale, disons, du ghetto africain-américain. Une des caractéristiques les plus importantes, à mon avis, et qui est souvent tue, et qui est, comment dire, quelque part qui est passée sous silence en fait. Parce que le fait est que les acteurs de blaxploitation, il y a une interview de Jim Kelly qui est sur YouTube, où il explique qu'ils ne connaissaient rien au cinéma, parce qu'effectivement, les Africains-Américains, c'était pas dans le cinéma mainstream. Il y en avait certains qui faisaient déjà du cinéma, comme Oscar Micheaux, Spencer Williams, d'autres réalisateurs avant la blaxploitation, dont on pourra parler à un moment donné. Ces acteurs, souvent, ils connaissent rien. Pardon. Donc ils arrivent pour la première fois dans le cinéma mainstream, mais ils connaissent rien. Quand tu vois Richard Roundtree, qui joue Shaft, il a été payé $20 000. Le film a rapporté 19 millions. Il n'avait pas d'agent. C'est ça. Il n'avait pas d'agent, ou alors les agents s'occupaient pas des acteurs noirs. Et qu'est-ce que tu essaies de dire en fait? Une des caractéristiques, c'est quoi? C'est que les acteurs n'étaient pas formés et ils ne connaissaient pas réellement le business. C'est pas formé. Beaucoup d'amateurs. Parce qu'il y a beaucoup qui venaient des compagnies de théâtre, qui sont de grands acteurs, comme je sais pas, je pense à Paul Whitfield ou à d'autres, qui venaient de. Et cet acteur avec son fils là, ces deux, le père et le fils. Dont le nom m'échappe, mais ça va me revenir, je dirai dans un prochain numéro, mais ça va me revenir, qui venait de The Negro Ensemble Company, qui était une très grande compagnie de théâtre dans les années 60-70. Donc il y en a beaucoup qui venaient du théâtre ou d'autres choses comme ça, c'était de grands acteurs. J'avais fait des recherches quand j'avais regardé. Il y a même William Marshall. De Willie Dynamite justement, où il y a tous ces pimps et tout ça, et en regardant justement, parce que le patron des pimps, je me rappelle plus son nom dans Willie Dynamite, il avait une gestuelle, des machins et tout ça, et en regardant son CV, tu vois le mec, il a fait 10 000 pièces, enfin c'est un gros ténor du théâtre quoi, tu vois. Tout à fait. Donc t'as des mecs comme ça qui étaient déjà, en tout cas au théâtre, étaient déjà présents quoi. Ouais, et d'ailleurs tu viens de me rappeler un des personnages caractéristiques des films de blaxploitation, c'est-à-dire le pimp. Ouais. Mais ça on en parlera plus largement. Mais le pimp aussi c'est un personnage important, enfin dans certains films, mais dans l'époque même c'est un personnage important. Mais bon, tout ça pour dire que aussi William Marshall par exemple, qui a joué Blackula, c'est un acteur shakespearien, il jouait Shakespeare, etc. Et c'est un acteur vraiment, un grand acteur. Mais bon, voilà. Souvent, ils étaient sous-payés parce que voilà, c'est la première fois qu'ils accèdent au cinéma mainstream, mais ils ne sont pas forcément au courant des tarifs qui s'y pratiquent. Même les techniciens, ils ne savent pas forcément combien ils doivent être payés, etc. etc. Et
Et voilà. Bon, je vais prendre un exemple tout con, mais il y avait le Minority Labour Pool, qui est une loi de 62, il me semble, parce qu'il y a un autre auteur français que vous pouvez consulter, qui s'appelle Régis Dubois, qui fait un travail très intéressant, mais il dit que cette loi, c'est une loi de 72, je crois qu'il se trompe, et il dit qu'il faut engager un noir sur 5 dans le cinéma. D'accord. Or, c'est un noir sur 100. Quand on engage 100 personnes, tu engages un noir. Donc à l'époque, le nombre de noirs, de techniciens noirs dans le cinéma mainstream hollywoodien, c'est ridicule. Alors, Van Peebles, qu'est-ce qu'il a fait? Parce que lui, il voulait qu'il y ait une équipe noire, si possible, à 100%. Il n'a pas pu, il est arrivé à 50% quand même. Mais comment il a fait? À l'époque, le seul endroit où les noirs pouvaient faire des films, c'était dans le porno. Parce qu'en fait, tu peux travailler nulle part. Les syndicats ne veulent pas de toi pour Hollywood, et si tu n'as pas de syndicat, c'est pas la peine de travailler à Hollywood. Donc les syndicats ne veulent pas de toi, personne ne veut de toi. Donc les gars, ils font dans le porno. Donc quand il voyait, il a dû se taper des films porno, le pauvre. Il a dû s'en taper plusieurs. Le pauvre. Ben non, le pauvre parce qu'il n'a pas. Non, mais c'était saoulé, tu vois. Bon, un film porno, c'est marrant, vite fait, un film porno, tu vois. Bon, ça peut être marrant quand t'es avec ta copine ou quoi. Bon, bref. Donc le mec est parti aller voir des films porno pour voir quel était le technicien, le chef-op qui était. Voilà, quand il voyait que c'était bien cadré, c'était bien illuminé, il se disait, ah tiens, ça c'est pas mal. Et c'est comme ça qu'il a trouvé. Ouais, voilà, c'est comme ça qu'il a trouvé son chef. Ce qu'il faut, c'est que c'est toujours centré sur les Africains américains. Ok, d'accord. Voilà. Ben écoute, Kevin, je te remercie en tout cas de ton intervention. Merci de ton invitation. Est-ce qu'il y a moyen que tu reviennes dans d'autres vidéos? Ah si tu m'invites, il n'y a pas de problème. Cool, hein. Bon, c'est acté. Merci en tout cas. À vous. Merci de votre attention. Merci.